Bonjour à tous. Alors, on va attendre que les dernières personnes se connectent et que tout le monde prenne un peu sa place. Hop, je vais mettre Marie en tant que... C'est bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super. Alors, bonjour à tous. En attendant que les dernières personnes se connectent, bienvenue à ceux qui sont déjà là pour ce webinaire, qui porte sur IMAPAC avec un focus particulier sur les kinés. Donc, vous avez déjà peut-être vu le programme, mais du coup, ce webinaire, il va se partager en 3 temps. Donc, une première avec une présentation du dispositif IMAPAC avec un focus sur la place des kinésithérapeutes par Charline Frandlich et Elisa Falquero, qui sont respectivement responsables de projet et chargés de mission des soins oncologiques de support à Onco-Normandie. Et on poursuivra ensuite avec une analyse de l'enquête régionale auprès des kinés ainsi que la restitution de l'étude IMAPAC kiné menée par Marie Ménard, qui est en dernière année d'études en kinésithérapie à l'IFMK d'Alençon, qui a été aussi encadrée par le docteur Bérangère Beauplé, qui est avec nous. Et du coup, elle l'accompagnera sur cette présentation en tant que maître de stage, mais aussi gériatre au CHU de Caen et médecin responsable UCOM Normandie. Et ensuite, on va pouvoir laisser place du coup à vous pour un petit temps d'échange et pour poser vos questions et aussi partager vos expériences grâce au modérateur de ce webinaire. Donc, on a le docteur Antoine Desvergers, donc du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Caen, et aussi Delphine Guillet qui devrait nous rejoindre bientôt ou qui est peut-être déjà là, qui est responsable d'ingénierie pédagogique des métiers de la rééducation à l'IFRES d'Alençon. Donc, je me permets de vous donner quelques consignes pour le bon déroulé de ce webinaire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, d'éteindre vos micros pour la durée des présentations et je vais pouvoir les rallumer donc pour vous autoriser à parler, à prendre la parole en fin de présentation. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré et sera ensuite disponible en replay dans les jours qui suivent. Et n'hésitez pas à utiliser la rubrique Q&R pour poser vos questions lorsqu'elles vous viennent. Et les modérateurs, du coup, en prendront note et les garderont pour les poser à la fin de la présentation. Ou alors, si on est à la fin de la présentation, vous pouvez directement poser vos questions à l'oral, mais je vous demanderai d'utiliser le bouton lever la main, juste pour qu'on puisse vous donner la parole pour donner votre question ou votre retour d'expérience. Et finalement, on vous proposera de participer à un groupe de travail qui est autour de ce sujet. Donc Bérangère vous le présentera plus en détail tout à l'heure. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part et notamment de le noter dans le chat. Donc voilà, hop, je vais voir. Je vois déjà qu'il y a un message. Très bien. Alors, si la majorité... Bon, on a encore quelques petites minutes. Mais sinon, hop, on est pas mal. Je vais déjà vous partager mon écran. Donc, normalement, c'est bon. Quelqu'un peut me faire un petit pouce juste pour me dire que c'est bon? Génial, merci. Charline et Lisa, quand vous le souhaitez, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc normalement, j'ai pris le contrôle, ce qui fait que vous voyez un petit curseur qui se déplace et normalement tout est OK. Donc moi, c'est Charline et donc avec Lisa, effectivement, on va vous présenter le dispositif régional IMAPAC. Alors si ça passe bien, c'est bon. Il y a un petit délai, je préviens juste les autres participants ou présentateurs en tout cas qu'il y a un petit délai entre le clic et la diapo qui passe. Donc le dispositif IMAPAC, qui veut dire tout simplement initier et maintenir une activité physique adaptée avec un cancer. Donc c'est un dispositif que l'on coporte avec la Ligue contre le cancer, avec les 5 comités départementaux contre le cancer depuis
depuis 2024. C'est assez récent sur ce coportage, mais c'est un dispositif qui existe depuis quelques années. Je vais vous montrer un petit peu après d'où il vient et ce qu'il est aujourd'hui. Ce dispositif, il est accessible donc sur prescription médicale et il permet aux personnes atteintes d'un cancer qui sont en cours ou jusqu'à 1 an après la fin des traitements conventionnels de bénéficier de séances en activité physique adaptée au plus proche de leur domicile. Donc c'est 2 mois de prise en charge gratuite, il n'y a pas de reste à charge pour les bénéficiaires et sur ces 2 mois, l'idée c'est de pouvoir pratiquer, tant qu'à faire, 2 fois 1 heure de séance par semaine, donc 15 séances sur les 2 mois avec un bilan, donc un temps à la fin qui est dédié, qui est individuel et qui permet d'accompagner le bénéficiaire pour la suite de l'activité physique adaptée, puisque l'objectif, c'est bien qu'on propose, après un accompagnement un petit peu plus renforcé, de continuer, bien sûr, et de poursuivre en tout cas l'activité physique adaptée. On propose pour cela un forfait de 195 € par bénéficiaire. 195 €, donc ça fait les 15 séances à 10 €, des séances qui sont majoritairement collectives, et puis ce temps final qui est valorisé à hauteur de 45 €. Donc aujourd'hui, ce dispositif, il est permis en Normandie puisqu'il est soutenu financièrement par l'ARS, la DRAGES et la Ligue contre le cancer, les 5 comités départementaux de la Ligue contre le cancer. Donc c'est vraiment un dispositif qui est régional et qui permet d'avoir cet accompagnement, en tout cas pour les personnes atteintes de cancer. Ce dispositif, il est né en 2013 sur la base d'une étude observationnelle. Donc, vous voyez un petit peu un histogramme ici. Je vous montre le nombre de bénéficiaires qu'on a par année depuis 2013. Vous voyez plusieurs couleurs. Une petite première couleur bleue qui correspond aux bénéficiaires de l'ex-Basse-Normandie, puisque ça a commencé en 2013. La Normandie était encore constituée en ex-Basse-Normandie et ex-Haute-Normandie. Donc c'est une étude observationnelle qui a démarré en 2013, soutenue par l'ARS et la DRAGES, et qui a permis de pouvoir proposer dans un premier temps des séances aux personnes atteintes de cancer, dans des séances, dans des structures en tout cas qui avaient conventionné avec Onco-Normandie pour essayer d'augmenter ensuite le nombre de bénéficiaires. On a essayé de proposer un maillage territorial un petit peu plus important. 2017 et 2018, il y a eu la fusion des ex-régions. Donc la couleur rouge correspond aux bénéficiaires qui étaient sur le dispositif de l'ex-Haute-Normandie, un dispositif un petit peu plus centré sur la prise en charge du cancer du sein et au sein des établissements de santé. Et puis depuis 2019, nous avons un dispositif régional qui fonctionne bien sur l'ensemble de la région et dont je vous ai énoncé un petit peu les conditions d'accès juste auparavant. Donc en 2020, il y a eu une chute du nombre de bénéficiaires forcément liée à la crise du Covid-19. Et puis, depuis 2020, par contre, une augmentation exponentielle du nombre de bénéficiaires. Donc, vous voyez apparaître 2 couleurs sur la partie à partir depuis 2022. La deuxième couleur, la couleur un petit peu plus claire, ce sont les bénéficiaires qui n'ont pas eu de facturation de proposée. Soit parce qu'il y a eu un abandon, soit parce que l'éducateur sportif ou la structure ne nous a juste pas envoyé la facture. Cette étude IMAPAC, étude observationnelle, elle a été valorisée en 2022. Ça nous a permis d'asseoir un petit peu notre dispositif et de proposer le dispositif régional comme il est aujourd'hui, en montrant un petit peu les bénéfices qu'il y a pu avoir sur la qualité de vie des personnes qui étaient accompagnées dans le cadre de ce dispositif. Je vais laisser la parole à Lisa. Concernant le maillage territorial, depuis le lancement du dispositif, il y a de plus en plus de structures et associations sportives qui ont rejoint IMAPAC. Aujourd'hui, on a plus de 280 lieux de prise en charge en Normandie. Ces structures proposent des activités assez diverses et variées, comme du renforcement musculaire, de la marche nordique ou des activités comme de l'aquagym, du rugby santé ou du karaté santé, par exemple, permettant vraiment à chaque personne de trouver l'activité qui lui correspond le mieux. On a plus de 81,3% de la population normande qui a accès à une structure à moins de 15 minutes de chez elle.
les bénéficiaires nous ont indiqué que c'était le temps maximal qu'ils étaient prêts à faire pour se rendre à une activité régulièrement. Ce chiffre n'arrête pas de progresser car en 2022, on avait 70% de la population qui était couverte à moins de 15 minutes. En 2024, 77%. Et cette année, 81%, ce qui montre vraiment l'augmentation des structures proposant des séances d'activité physique adaptée en Normandie. Dans le cadre du dispositif, on propose également une sensibilisation APA et cancer sur 3 jours, organisée 2 fois par an, 3 jours à Caen et 3 jours à Rouen. Avec l'aide de l'UFR STAPS, on organise ces sensibilisations-là. L'objectif, c'est vraiment de proposer des temps d'échange avec des professionnels impliqués dans la thématique de la cancérologie. On aborde différents sujets comme les traitements du cancer, l'accompagnement diététique, psychologique ou également des cas pratiques qui sont également proposés lors de ces 3 journées. Et cette sensibilisation est accessible pour les éducateurs sportifs, les enseignants APA ou encore les kinésithérapeutes proposant des séances de sport santé. Pour passer à Charles. Pour vous donner une idée de la file active dans le cadre du dispositif, l'âge moyen des patients est de 59 ans avec une forte prédominance féminine, 84 contre 16% d'hommes. Toutefois, on constate quand même d'année en année une augmentation du nombre d'hommes qui sont pris en charge dans le cadre de ce dispositif. La majorité des prises en charge, comme vous pouvez le voir, concerne les cancers du sein, avec 60% des patients. Cependant, le cancer de la prostate, du côlon, ainsi que le cancer hématologique devient de plus en plus fréquent au fil des années. On a de plus en plus de prises en charge autres que des prises en charge dans le cadre du cancer du sein, ce qui est plutôt très bien. Concernant le déroulement de la prise en charge, c'est très simple. Une fois que le bénéficiaire a sa prescription médicale, il lui suffit de contacter la structure la plus proche de son domicile. Une fois que le contact a eu lieu, la structure nous sollicite pour faire une demande d'inclusion qui est automatisée pour nous permettre en fait de savoir qu'il y a une inclusion qui est en cours. Une fois que les séances ont été réalisées, comme le disait Charline, il y a 15 séances d'activité physique adaptée qui sont proposées dans le dispositif. À chaque séance, il y a une feuille d'émargement à signer et à nous retourner à la fin de la prise en charge avec la facture, le RIB, pour que la structure qui propose la prise en charge puisse être remboursée. Concernant la satisfaction, comme vous pouvez le voir, la totalité des personnes qui ont le dispositif sont satisfaits et ont trouvé vraiment des bénéfices à avoir pu bénéficier de ce dispositif, qu'ils ont trouvé que les séances étaient vraiment adaptées à leurs besoins et qu'il y avait une bonne ambiance générale parmi dans les séances qu'ils ont pu effectuées, et la majorité nous ont évoqué le fait qu'ils souhaitaient continuer la pratique d'activité à 89%. Je vais laisser maintenant la parole à Charline pour l'aspect législatif. L'idée, c'était de revoir aussi un petit peu le contexte de ce dispositif. Donc, on vous l'a dit tout au début, une étude observationnelle qui s'est mise en place en 2013 suite, en décembre 2012, à cette déclinaison au niveau régional du plan sport santé bien-être porté par l'ARS et la DRAGEST, qui a émané sur l'étude IMAPAC. Ensuite, on a eu en décembre 2016 ce texte de loi permettant la prescription médicale d'activité physique adaptée pour les patients atteints d'ALD, et ensuite d'autres textes qui ont permis de bien encadrer l'activité physique adaptée et nous permettent, nous, de qualifier, si on peut dire ça comme ça, le dispositif IMAPAC. Donc un élargissement en 2023 de l'APA aux patients qui étaient atteints de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risque tels que le surpoids, l'obésité ou l'hypertension artérielle. Et puis, les médecins spécialistes étaient autorisés en 2023 à prescrire l'APA, et puis les masseurs kinésithérapeutes à renouveler cette prescription. En décembre 2023, il y a un modèle national de prescription qui a été revu et proposé, et il faut savoir
voir que ce modèle de prescription en Normandie, nous avons la possibilité de ne pas forcément l'utiliser. Et donc c'est plutôt intéressant puisque même si le modèle est très bien, il fallait de toute façon un modèle. Il y a quand même des modèles qui permettent aujourd'hui, qui ont été élaborés notamment par des maisons sport santé, qui permettent aujourd'hui de faire un petit peu plus de lien encore entre le prescripteur et l'encadrant en activité physique adaptée, que ce soit un masseur kinésithérapeute, un éducateur sportif, un enseignant APA, qui permet de donner un peu plus d'indications pour bien avoir ce lien entre les 2 côtés et bien encadrer les séances. L'instruction 2017, donc là je fais un petit rappel encore hein, de la réglementation. Donc il y a eu, suite au décret de prescription médicale, cette instruction qui a été proposée, permettant dans un tableau de répertorier un petit peu les prises en charge, les métiers, donc les personnes pouvant proposer ces prises en charge par rapport aux limitations fonctionnelles des patients. Et donc, vous voyez bien que les masseurs kinésithérapeutes, vous êtes bien surtout sur la prise en charge. Vous pouvez prendre en charge toutes les personnes, y compris et même seulement vous, sur les personnes qui ont des limitations fonctionnelles sévères. J'attire votre attention parce que ce tableau, il porte à confusion. Et je remercie Antoine de me l'avoir reprécisé. Mais c'est vrai que pour les enseignants APA qui sont dans ce tableau ici en 2+, il est bien inscrit dans le texte que cette prise en charge est possible lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation hein, des altérations mentionnées. Et donc, ils peuvent intervenir en complémentarité des professionnels de santé, donc masseur kinésithérapeute, une fois que ça s'est stabilisé, que ça a même, en tout cas, atténué ces altérations. Donc c'est des petites précisions législatives, mais qui permettent aussi de catégoriser un petit peu les prises en charge. Et donc sur notre maillage territorial, sur la carte que vous a présentée Lisa tout à l'heure, si vous allez sur le site IMAPAC, vous verrez un petit peu cette même carte, mais avec, à la place des petits points noirs, il y a des pictogrammes par niveau de prise en charge possible. Et donc, on essaye d'avoir ce maillage territorial un petit peu plus affiné pour que les gens puissent s'y retrouver par rapport à ces limitations fonctionnelles qui sont proposées par le prescripteur. Donc là, je repasse la parole à Lisa pour la fin. Du coup, là, on voulait vous présenter les différentes cartes selon les limitations fonctionnelles, comme Charline vient d'évoquer, en fonction des diplômes des encadrants, que ce soit des éducateurs sportifs, des enseignants APA ou des kinés. On a pu, du coup, faire ces cartes-là. Celle-ci, elle correspond aux limitations qui sont peu ou pas de limitations fonctionnelles, qui sont des séances qui sont proposées par des éducateurs sportifs. Et il y a 69,5% des bénéficiaires qui peuvent avoir une structure à moins de 15 minutes de leur domicile, ce qui est très bien. Concernant, je veux bien que tu passes, Charline. Concernant les bénéficiaires ayant des limitations fonctionnelles modérées, ce sont les enseignants en activité physique adaptée qui assurent les séances. Il y a de nombreuses structures qui se développent sur le territoire et ça nous permet de couvrir 81,3% de la population qui a accès à une structure à moins de 15 km de son domicile. On va maintenant passer à la carte concernant les limitations sévères. Comme vous pouvez le voir, la carte est très rouge. Nous avons seulement 3 kinésithérapeutes conventionnés qui proposent des séances collectives dans le cadre d'IMAPAC. Il y en a 3 qui vont bientôt rejoindre le dispositif, notamment dans le secteur de Moulins-la-Marche dans l'Orne, à Pont-de-l'Arche dans l'Eure et aussi à Bolbec en Seine-Maritime. Cependant, c'est très insuffisant par rapport à la demande croissante qu'on peut avoir pour les personnes qui ont des limitations sévères. Donc, si vous proposez des séances collectives et que vous êtes intéressé pour être référencé dans IMAPAC, on vous présentera à la fin de la présentation les modalités pour vous faire référencer dans le dispositif. Et je vais maintenant laisser la parole à Bérangère et Marie qui vont vous présenter l'étude IMAPAC Kiné qu'elles ont réalisée. Merci beaucoup. Donc, j'attends d'avoir le contrôle. J'ai le contrôle peut-être, voilà, pour passer le diapo. Merci beaucoup.
Donc, effectivement, je vais introduire cette étude et ensuite Marie pourra prendre la suite. Hop. Alors, voilà, ça passe, effectivement. Donc, moi, je vais faire surtout l'introduction. Ensuite, Marie, évidemment, vous présentera la première partie de l'étude qui était une enquête, en fait, auprès des kinés normands. Et ensuite, elle détaillera la méthodologie de l'étude patient qui s'est déroulée au CHU de Caen, les résultats, et puis c'est moi qui reprendrai la parole pour les discussions et les perspectives. Donc moi, je suis, comme Poppy m'a déjà présenté, je suis effectivement gériatre au CHU de Caen, au pôle d'évaluation gériatrique et responsable du groupe personnes âgées à Onco-Normandie. J'ai une activité de recherche en fait au sein de l'unité INSERM Anticipe 1086 et aussi au sein du réseau d'investigateurs du Nord-Ouest, Prémob, qui est porté par Lille. Alors, notre premier constat, en fait, a été que les patients âgés étaient sous-représentés parmi les bénéficiaires d'IMAPAC. Et au travers des différentes années précédentes. Et nous avons donc essayé de... Notre première hypothèse, en fait, c'était qu'il y avait possiblement des problèmes d'accès au dispositif ou voire une faible motivation. Et donc, nous avons sollicité des appels d'offres de la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie des départements pour obtenir une prise en charge en fait, du déplacement à domicile pour des séances individuelles des enseignants en activité physique adaptée. Donc sur une première période qui, donc, juste après le Covid, a été un petit peu difficile pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette option, on va dire, à domicile, s'est mise en place en partenariat avec Ciel Bleu et la CAPAS Deauville pour des patients à limitation modérée. Et puis en fait, on s'est rendu compte que malgré nos efforts, effectivement, seulement 56 bénéficiaires ont pu bénéficier de cette prise en charge, malgré... alors, on n'a pas parlé effectivement de l'incidence et du nombre de nouveaux cas de cancer chaque année dans notre région, mais en fait, on est bien, bien loin de couvrir l'ensemble de la population. L'autre questionnement que nous avions, c'était aussi peut-être une insuffisance de prescription dans la population âgée. Et donc, nous avons fait effectivement aussi, Charline et Lisa font pourtant très régulièrement des actions de sensibilisation. Et en fait, du coup, notre hypothèse en fait était que potentiellement, peut-être que l'offre, que les patients âgés avaient peut-être des besoins qui étaient inadaptés à l'offre actuelle en fait d'activité physique adaptée proposée par IMAPAC, et que peut-être qu'ils relèvent d'une prise en charge kiné. Donc en fait, nous avons fait un premier état des lieux en septembre dernier dans 10 établissements autorisés au traitement du cancer, où nous avons déjà fait un repérage du risque de chute, parce que vous savez que la problématique de perte d'équilibre et de chute est une problématique liée à l'âge et qui s'additionne aux problématiques générales de l'impact du cancer sur la condition physique. Et donc, nous avons suivi pour cela les recommandations internationales. Vous avez le lien en bas de la publication de 2022 qui catégorise en fait les patients âgés en 3 niveaux de risque de chute. Donc cette étude a été enregistrée, s'est déroulée sur la semaine de la sécurité des patients, et nous avons pu inclure 328 patients de plus de 65 ans et plus dans différents établissements normands. Et notre constat était que 15% des patients étaient à risque élevé de chute et 12% en risque modéré, donc le reste risque faible, et en l'occurrence donc 27% donc des patients relevés d'une prise en charge kiné selon les recommandations internationales que nous avons donc mis en œuvre. Donc nous avons également constaté qu'en fait il y avait un risque plus élevé de chute dans certains établissements, notamment centres hospitaliers généraux et privés. Et donc pour compléter en fait cette évaluation, nous avons travaillé avec Marie Ménard en fait sur
un bilan, enfin, en tout cas pour mener son étude, en fait, travailler sur le contenu du bilan initial, en fait, des besoins, en fait, éventuels de réhabilitation physique des patients âgés en cancérologie. Et nous sommes basés aussi, bien sûr, sur un questionnaire qui permet de collecter un peu l'activité déclarative, déclarée par les patients, et pour savoir s'ils suivaient aussi les recommandations OMS, qui, je vous le rappelle, en fait, également, sont d'au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité intense ou une combinaison des deux sur la semaine. Et ça concerne bien sûr les adultes et aussi les personnes âgées, donc quel que soit leur âge, atteint d'infection chronique. Voilà, donc Marie va vous détailler un petit peu le contenu de l'étude que nous avons menée. Mais bien l'idée, en fait, c'était d'essayer de faire une photographie dans une file active d'un établissement qui a une activité importante de cancérologie, de faire un état des lieux de la proportion de patients qui ont des mutations sévères, donc qui requièrent bien sûr le kiné ou l'ergothérapeute, en théorie, pour la prise en charge pour la supervision de l'activité physique adaptée, et puis voir un petit peu ceux qui ont des douleurs élevées, ceux qui sont donc à risque modéré ou élevé de chute, ceux qui auraient d'autres comorbidités, et éventuellement aussi ceux qui auraient des neuropathies périphériques sévères qui peuvent être induites par les traitements oncologiques. Donc tout ça, pour nous, étaient des facteurs qui pouvaient être des indications à l'orientation vers une supervision de l'activité physique par kiné. Voilà, donc je passe la parole à Marie. Merci. Alors, bonjour. Donc, du coup, d'abord, je vais présenter l'enquête qu'on a passée auprès des kinés en Normandie. Donc, l'enquête, on l'a transmise à tous les kinésithérapeutes de Normandie en pratique libérale, après relecture par le docteur Beauplet et Jean-Christophe Bonin, qui est un kinésithérapeute de Tours, qui propose des séances un peu similaires de rééducation chez les personnes âgées en petits groupes atteints de cancer. Donc, le questionnaire a été transmis par l'URPS grâce à Madame Guyet. Et il a été diffusé du 28 novembre dernier jusqu'au 7 février. Donc, on avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était à la base de comprendre les freins et leviers qui pourraient être à l'adhésion des kinés au dispositif IMAPAC. Et après échange avec Michel Pradier, qui est un adhérent au projet IMAPAC, c'est un ancien kiné qui est maintenant APA. En fait, on s'est demandé si finalement, justement, cette faible adhésion, ce n'était pas plutôt dû à la méconnaissance de ce dispositif. Donc, l'autre objectif du questionnaire, c'était d'évaluer l'état des connaissances des kinés, justement, du projet IMAPAC. Alors, ensuite, du coup, donc, les résultats de l'enquête, on a obtenu 78 réponses, dont seulement 23 de complètes, mais on a collecté les informations de toutes les réponses, car même incomplètes, il y avait des informations intéressantes à l'enquête. On peut voir du coup qu'il y a 78% des personnes qui ne connaissaient pas le dispositif, justement, donc on peut effectivement penser qu'il y a une méconnaissance d'IMAPAC et que ça peut donc être un frein à l'adhésion au dispositif. Ensuite, comme vous pouvez le voir, donc le frein classé en première position, c'est le manque de temps. Et ensuite, à égalité, il y avait le manque d'espace et le côté financier et peu attractif. Après, si on regardait uniquement les classements en fonction du nombre de fois où les freins ont été cités, qu'importe les classements, ce qui revenait en premier, c'était donc le côté peu attractif en côté financier. Et en deuxième, la barrière administrative. Et donc, pour le frein administratif, c'est un obstacle sur lequel on peut agir et on reviendra justement plus tard sur la façon d'adhérer au dispositif. Donc ensuite, pour en revenir à l'étude qu'on a réalisée au CHU de Caen, donc c'était les objectifs, en fait, c'était de catégoriser les patients selon leurs limitations fonctionnelles, leur risque de chute et la présence ou non d'une neuropathie périphérique, pour pouvoir justement décrire la répartition des patients et leur orientation vers une réadaptation fonctionnelle par des professionnels, donc kinés, APA, éducateurs sportifs. Donc du coup, pour cela, on a créé un protocole qu'on a appliqué entre le 7 janvier et le 7 février. Donc c'était un questionnaire sur les risques de chute, un questionnaire sur la douleur avec l'échelle numérique et le DN4,
un questionnaire sur la pratique sportive et la motivation, et des tests de marche. Donc, il y avait le TM6, le TUG et le test des 4 mètres. Et enfin, c'était de calculer le score TNCS pour connaître le grade de neuropathie périphérique. Donc, c'était avec un neuropène, un diapason et un marteau réflexe. Le critère principal de l'étude, c'était donc de décrire la répartition des patients selon leur niveau de risque de chute, sévérité des signes neuropathiques et limitations fonctionnelles. Les critères secondaires, c'était de décrire la part des patients orientés vers les différents professionnels et de rechercher des facteurs associés à une limitation sévère. Ce protocole avait été relu par M. Galliou également, qui nous a aidé à choisir les bilans à mener. Donc ensuite, sur la période de l'enquête, il y a eu 447 patients dans la file active qui étaient traités pour cancer en ambulatoire en cancérologie au CHU de Caen. Parmi eux, il y en avait 159 qui n'étaient pas éligibles parce qu'ils avaient moins de 65 ans et où ils étaient inaptes à participer. À savoir qu'il y a quand même 2/3 de la file active qui ont plus de 65 ans. Donc parmi les 288 patients qui étaient éligibles, il y en a 205 qui n'ont pas été inclus, soit par refus, soit par manque de temps ou d'opportunités pour leur proposer. Et donc du coup, on a inclus 83 patients, mais lorsqu'on regarde la population de non inclus, donc sur le tableau à droite, on s'aperçoit qu'il y a finalement l'échantillon est assez représentatif de la population sur les types de cancer, l'âge et le sexe. Voilà. Donc pour les autres données descriptives, on a relevé les types de traitements reçus par l'échantillon des patients inclus dans l'étude, depuis combien de temps ils recevaient les traitements et s'ils avaient déjà eu un traitement antérieur, car forcément tout ça avait un impact sur le stade de neuropathie périphérique. On a aussi relevé les comorbidités présentes comme l'anémie, les pathos orthopédiques. Il y avait des amputations aussi chez des patients diabétiques et du coup aussi d'autres pathologies chroniques, donc diabète, PPCO. Et du coup la douleur, car ça jouait aussi sur les limitations fonctionnelles. En tout cas, on le pensait. Ensuite, donc on a comparé et croisé la répartition des patients selon la sévérité de leur atteinte dans les 3 grands domaines explorés, sur lesquels on s'était basé pour proposer les orientations. On a ajouté secondairement l'analyse de l'impact du nombre de lignes de traitement reçues sur les limitations au TM6 des patients, car on a constaté que bien que ce n'est pas significatif, il y a une tendance lorsqu'il y a un effet cumulatif sur les limitations fonctionnelles. Donc, il y a un lien, du coup, comme on peut le voir, sur le risque de chute et les limitations fonctionnelles, et entre les signes neuropathiques périphériques et les limitations fonctionnelles. On a constaté, en regardant les facteurs qui pouvaient influencer, que quand un patient avait un TM6 altéré, c'était significativement associé à ce qu'il ne suive pas les recommandations OMS. Donc ensuite, on a calculé les ratios sur le risque d'avoir une limitation fonctionnelle plus importante. Donc on les ajuste ici. Et donc par exemple, le risque fonctionnel est multiplié par 10 si le patient a un risque de chute modéré. Ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a une association entre les 3 sévérités des 3 donc, grands domaines, il y a des profils atypiques qui, par exemple, des patients avec des risques élevés de chute, mais qui n'ont aucune limitation fonctionnelle ou minime, montrant que la problématique des chutes est sûrement médicale pour ces patients-là et que ce n'est pas forcément lié aux troubles moteurs ou à l'équilibre. Donc, ces patients ils pourraient mériter un bilan médical plus approfondi pour comprendre les risques de chute. Ça peut être cognitif, cardiovasculaire, enfin, ou autre. Et donc, enfin, là, on a choisi les orientations en fonction des résultats sur les grands domaines qu'on avait trouvés. Donc, ça va de aucun besoin à kiné individuel. Et donc je vous laisse lire les orientations qu'on a choisies. Et donc on s'aperçoit quand même qu'il y a quasiment 50% des patients qui relèveraient quand même d'une prise en charge de kiné après cette étude. Voilà. Et je vais laisser la place au docteur Poplet
pour faire la discussion. Merci. Voilà, donc c'est vrai que cette étude a permis effectivement d'identifier en fait finalement des besoins assez forts en fait de l'application des kinés dans cette offre d'activité physique adaptée et de prise en soin de la réhabilitation physique. Donc bien sûr là c'était qu'une étude monocentrique, mais comme vous avez pu voir, vu la file active tellement importante, Marie pouvait pas voir tous les patients de la file active traités en janvier. Donc, voilà, ce qui est important quand même, c'est que on a pu évaluer des patients représentatifs en termes de sexe, d'âge et type de cancer dans cette file active. Euh, et suite à ça, effectivement, enfin, et à l'enquête qu'on a fait auprès des kinés aussi, ça a permis de susciter l'intérêt de kinés qui sont en train de rejoindre le dispositif. Donc en fait, les étapes suivantes, parce que là, c'est aussi, ça soulève en fait l'importance en fait de bien identifier les problématiques physiques des patients et donc peut-être de retravailler sur un bilan plus spécifiquement pour les patients de 65 ans et plus, en tout cas, les patients âgés, d'essayer de collecter un petit peu toutes les autres problématiques parce qu'on voit qu'elles sont intriquées, qu'elles s'influencent aussi mutuellement et que peut-être il y a certains cas, effectivement, on peut passer à côté de problématiques si peut-être on ne fait qu'un test physique. Et donc, c'est important, effectivement, d'en prendre en compte toutes les problématiques et les comorbidités associées. Euh, et surtout, en fait, évaluer le risque de chute, parce que comme vous voyez, effectivement, des patients peuvent relever de l'orientation vers le kiné alors qu'ils ont des limitations, parfois aucune limitation fonctionnelle ou minime. Alors, intégrer l'évaluation neuropathique, des signes neuropathiques, ça c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est effectivement, ça relève d'un examen, alors médical ou kiné, puisque ça évaluer la sensibilité, les kinés voilà, font déjà l'évaluation de la force musculaire, donc ils font déjà une partie de l'évaluation neurologique dans leur bilan. Donc c'est vrai qu'intégrer l'évaluation des signes sensitifs, ça rentre tout à fait dans des compétences aussi pour, à mon sens, des kinés. Donc tout ça, effectivement, ça nécessite parfois d'avoir un minimum d'équipement pour le faire. Euh, et puis donc enfin, bon, donc voilà, donc soit nous sommes intéressés effectivement de constituer un petit groupe de travail effectivement pour essayer de voir euh, comment on pourrait au mieux ajuster le bilan initial sans trop surcharger non plus ce bilan. Et puis enfin, eh bien, toute la question, ça va être aussi de voilà, on a travaillé sur ces propositions d'orientation en fonction des problématiques identifiées. Donc, alors notre idée, c'était un peu ça. Alors, c'est vrai qu'on doit bien sûr voilà, réfléchir ensemble sur ce qui est concrètement réalisable. Euh, donc, à notre sens, effectivement, s'il y a un risque de chute modéré élevé plus une limitation sévère, c'est clairement, ça relève là, indiscutablement, bien sûr, une prise en charge qui n'est plutôt individuelle. Ça va être compliqué au début, enfin, au moins au début, en tout cas, le temps que le patient se stabilise et puis voir comment il évolue. Mais alors, ça peut être à travers d'une prescription individuelle, donc prise en charge par l'assurance maladie, prise en charge kiné. Et après, la question, c'est à partir de quand on peut passer en petit groupe. Alors, en fait, Jean-Christophe Bonin, qui est kiné à Tours, lui, fait des petits groupes de 3 personnes. Comme c'est possible selon la nomenclature pour la prise en charge de l'activité physique adaptée pour les patients qui ont une BPCO, mais pour l'instant cet acte-là n'est pas applicable théoriquement pour les patients de cancérologie. Donc c'est à voir comment ça peut, ou si ça peut être amené à évoluer. Et puis pour le cas de figure de patients qui sont à risque de chute modérée à élevé, donc qui relèvent d'une prise en charge kiné, mais s'ils ont une limitation minime, là par contre le kiné pourrait, dans le cadre du financement IMAPAC, proposer des séances d'activité physique adaptée en ciblant bien sûr l'équilibre avec des groupes, alors à avoir des groupes de combien, et c'est une question là du coup aussi on va dire financière de savoir quelle taille de groupe peut être raisonnablement constituée et selon surtout si le niveau de risque de chute est important. Voilà, je laisse la parole à Charline, je crois. Non, c'est à moi, mais c'est pas grave. Ah oui, Elisa, pardon. Pas de souci.
Du coup, pour conclure ce webinaire, on voulait vous parler des démarches à suivre si vous souhaitez proposer des prises en charge dans l'activité physique adaptée. Tout d'abord, pour information, je ne sais pas si vous connaissez ce document, l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes a publié un guide intitulé Le kinésithérapeute, acteur de l'activité physique adaptée. Ce guide regroupe en fait toutes les informations essentielles, notamment concernant les actes pour lesquels la carte d'éducateur sportif est nécessaire et ceux pour lesquels elle ne l'est pas. D'après ce guide et le tableau qui l'accompagne qu'on vous a partagé juste ici, vous pouvez, vous pouvez ne pas avoir besoin d'une carte en activité, d'une carte d'éducateur sportif si vous proposez de l'activité physique adaptée dans le cadre de votre activité et au titre de prévention uniquement. En l'occurrence, si vous proposez des prises en charge moyennant une rémunération, d'après ce document, il vous faudrait une carte d'éducateur sportif. Dans le cadre du dispositif IMAPAC, sachant que c'est un dispositif moyennant un financement, on vous invite à faire une carte d'éducateur sportif si vous souhaitez être référencé dans le dispositif IMAPAC. Les démarches, elles sont assez simples. Dans un premier temps, faire cette carte d'éducateur sportif. Dans un second temps, vous inscrire sur le site internet Sport Santé Normandie, qui est géré par la DRAGES, qui est la direction régionale de la jeunesse et des sports. Ce site référence les structures proposant des séances d'activité physique adaptée. Et pour nous, ça nous permet en fait de vérifier que les encadrants ont les qualifications requises pour proposer des séances dans le cadre du dispositif IMAPAC. Une fois que vous êtes référencé sur ce site internet-là, vous avez juste en fait à nous contacter, à contacter Onco Normandie pour qu'on puisse faire une convention avec vous et que par la suite vous puissiez proposer des séances et que vous soyez référencé dans cette annuaire. Donc voilà les modalités, si jamais ça vous intéresse de proposer des séances dans le cadre des prises en charge en cancérologie. Et de toute façon, on est là aussi pour répondre à vos questions juste après la présentation à ce sujet. Et normalement, Voilà, après, c'est à toi, merci. Bérangère. Voilà, j'ai juste le dernier diapo pour vous faire part effectivement que d'une prochaine conférence également, si vous êtes intéressé plus particulièrement sur les problématiques des chutes chez Sina en cancérologie. Donc, il y aura une conférence le 13 mai au PFRS, pôle de formation de recherche en santé à Caen. Voilà, ce sera l'occasion aussi d'échanger avec des professionnels qui prennent en charge et en soin ces patients. Alors, je pense que je peux arrêter le partage, je pense, et puis on va laisser les modérateurs. Ou si Poppy qui arrête le partage peut-être. Ouais. Déjà, merci d'avoir proposé à Marie de participer à cette étude, c'est super bien pour les kinés qui se rendent compte qu'ils ont besoin de participer à ça. Moi, je trouve ça déjà important pour un IFMK que ces étudiants participent à ce type de projet, donc déjà, merci pour ça. Puis en fait, ça va aussi permettre de rebondir un peu, en tout cas, je parle en tant qu'appartenant à une école, sur insister en fait que c'est quand même un point hyper important et qu'il n'y a pas que des sportifs dans la vie quand on est kiné, que peut-être que le rôle social, c'est aussi de répondre à un besoin social qui est du coup ces patients-là qui sont en difficulté. Donc peut-être que nous, il va aussi falloir qu'on insiste plus auprès de nos étudiants sur à connaître tous ces dispositifs, parce que c'est quand même, enfin moi ça m'a interpellée de se rendre compte que finalement, trois quarts des kinés ne connaissent pas le dispositif qui existe depuis longtemps maintenant. Ça interpelle quand même. Voilà mes premières réactions. Et il y avait une question de Monsieur Galiouf. Alors, je lui ai juste demandé petite chose en plus, parce qu'il demandait s'il y avait un lien avec la Société française de sport santé. Donc, j'imagine que c'est entre IMAPAC et la Société française de sport santé. Je vous laisse. Merci, Monsieur Galiouf. Rapidité extrême. Qui veut répondre à cette question? Bérangère? Charline? Oui, plutôt Charline.
Non, il y a pas de lien entre la Société française Sport Santé et IMAPAC, mis à part que, non, il n'y a pas de lien établi en tout cas, mais c'est vrai le dispositif a été basé sur les recommandations avec un comité de pilotage, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lien particulier avec la Société française Sport Santé, en tout cas. Monsieur Galliou, vous aviez une idée d'un lien pour un objectif spécifique, peut-être? Avant de donner la parole à Karine, je vois que Karine a levé la main. Je ne reconnais pas ta main, Karine, mais je vois que tu as levé la main. La caméra est désactivée, donc tu vas pas pouvoir me voir, Antoine. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je représente l'URPS Kiné, je suis Karine Valérie. Bravo Marie pour ce beau travail. Antoine le sait, à l'URPS, on essaie d'inciter les kinés à s'engager dans le sport santé. C'est difficile, il y a une vraie méconnaissance. Je pense que tous les kinés libéraux ont un peu la tête sous l'eau dans leur cabinet, ils se sentent un peu isolés, surtout du fin fond de l'Orne. Je parle en connaissance de cause, je suis au fin fond de l'Orne. Et ça, il y a besoin d'éclaircir voilà, le rôle du kiné. Je trouvais que c'est très clair dans ce tableau, la différence. Allô, ouais. Et je pense que on va faire suivre ce topo, si on peut, ce webinaire à tous les kinés, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Et pourquoi pas les inciter à se former, oui, ça c'est clair. Après, on est un peu perdu parce qu'on est un peu sollicité de tous les côtés, au sein des CPTS, on nous propose aussi des formations d'éducation thérapeutique, alors qu'en fait, on a nos cartes d'éducateurs sportifs. Tout ça, c'est un peu confus. Voilà. C'est aussi, je parle aussi à titre personnel, pas forcément au nom de l'URPS, mais je suis sûre qu'il y a plein de confrères qui ont envie de s'investir. Ils ne sont pas tous orientés kiné du sport, même si je suis d'accord, on le ressent. Mais tout le monde le sait, l'Orne est une population vieillissante et il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Je me permets de rebondir. On en avait pas mal échangé. Et, tu avais déjà vu une présentation sur ce topo-là, mais le tableau, il y a plusieurs niveaux de lecture au tableau qu'a présenté Charline. On en échange souvent dessus, et en particulier dans cet intermédiaire qu'il peut y avoir entre kinésithérapeute et activité physique et enseignant en activité physique adaptée. Le message en dessous de ces deux croix figure ou non dans la loi selon qu'on regarde les annexes ou le corps de la loi. Je pense que le message, il est aussi dans ce qui Charline a remis en dessous, c'est-à-dire le corps de la loi. C'est l'enseignant en activité ne peut intervenir que quand l'atteinte, la limitation fonctionnelle, donc le niveau d'autonomie, a diminué, et donc de sévère passer à modéré et stabilisé. Faut pas, ça participe aussi à la confusion, alors qu'il n'y a pas de confusion à avoir. Le niveau de limitation fonctionnelle est précisé par la loi avec des grands tableaux qui sont effectivement des fois indigestes qu'on a essayé d'améliorer, mais les choses sont très claires sur le qui fait quoi, en tout cas doivent être claires sur qui fait quoi. Ça, c'est important. Et pour revenir à ce que tu disais, on rencontre de plus en plus de cabinets de kinésithérapie qui sont associés à plusieurs là, qui font cette démarche autour de l'activité physique adaptée avec des niveaux d'atteinte de limitation sévère pour lequel on intervient, et la mouvance est en train de changer, ce qui est particulièrement intéressant parce que cette étude menée par Bérangère et par Marie montre effectivement qu'il y a une nécessité d'intervention pour les atteintes sévères autour de l'activité physique et la reprise d'activité physique en dehors d'une rééducation aiguë, d'un problème aigu. Et on manque aussi dans les autres pathologies
possibilités de prise en charge auprès de kinésithérapeutes. Je pense à l'artérite oblitérante des membres inférieurs, je pense à toute autre chose que le cancer, même si le topo de ce soir c'était en ce sens. Et il y a un mouvement de fond qui s'effectue. On a rencontré des gens de la Manche, des gens du Calvados, de plusieurs origines du Calvados. Donc il y a quand même quelque chose qui évolue dans le bon sens pour cela. Et M. Galliou avait rebondi, et je le remercie, sur le fait de développer IMAPAC en dehors de la Normandie, parce que Charline et Lisa ont beaucoup de temps. Mais en revanche, je le rejoins à 200%. C'est sûr que... Alors, il y a d'autres choses dans d'autres régions. Je pense au Grand Est, je pense au Nord, à la région PACA aussi, où il y a des choses. Mais je le rejoins complètement. Vous avez d'autres exemples, mesdames. Je sais qu'il y a d'autres choses qui existent. Là, normalement, je vous passe la parole et normalement, vous la prenez. Là, c'était un peu le problème. En webinaire, je suis en train de vous regarder là. Oui, c'est ça qu'on n'a pas trop perçu en webinaire, mais du coup, oui. Non, oui, c'est vrai que ce serait vraiment chouette de pouvoir développer ça en dehors de la Normandie, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui existent dans d'autres régions qui ne sont pas forcément portées par les DSRC comme nous, mais qui existent aussi. On essaie de communiquer au maximum pour justement donner des idées, puisqu'on n'a jamais été si proche d'une prise en charge de l'activité physique adaptée par l'assurance maladie. Il y a des régions qui se sont mis à l'expérimentation sur d'autres pathologies que le cancer pour le moment. Oui, je dis plus proche, je sais. J'ai l'impression que plus je dis plus proche, plus on s'éloigne, mais dans d'autres régions, il y a quand même une expérimentation qui est lancée sur notamment la prise en charge du diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. Donc on espère dans un avenir plus ou moins lointain avoir une prise en charge de l'APA et pourquoi pas sur un modèle qui au niveau financier, pour les 2 mois de prise en charge, n'est pas si important que ça si on regarde les dépenses par rapport aux bénéfices. Je crains que le texte de loi ne soit parti avec le précédent gouvernement ou celui d'avant ou celui encore avant ou le prochain. Il reviendra un jour, on va se dire ça. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'avais une question. Du coup, on parle beaucoup des kinés, mais il y a aussi les ergos et les psychomotes. Et du coup, aller vérifier l'étude, vérifier si eux aussi connaissent le dispositif. Est-ce que c'est prévu pour un autre étudiant l'année prochaine? Je me permets de répondre en même temps parce que j'allais effectivement aborder aussi ce sujet-là. En fait, la problématique clairement des psychomotes et des ergothérapeutes, c'est qu'ils n'ont pas d'activité libérale, ils sont salariés d'établissement. Alors c'est une autre. Souvent, en fait, s'ils peuvent proposer l'activité physique, ce ne sera pas au travers d'IMAPAC qui ne finance pas des établissements de santé, en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas les solliciter directement. Mais il est vrai qu'ils auraient les compétences aussi, sinon bien sûr. Mais donc dans un autre modèle financier, enfin voilà, peut-être d'hôpital de jour, de réhabilitation, ce qui est possible pour dans certains SMR. Donc et aussi ce que je voulais préciser, c'est que c'est vrai que clairement il y a une place importante effectivement pour ces professionnels, sachant que en cancérologie c'est vraiment très différent ce que vous parliez des autres pathologies chroniques, qui sont beaucoup plus stables en fait que le cancer, parce que là en fait des patients, comme on offre cette activité pour des patients en cours de traitement ou jusqu'à un an après la fin du traitement, tant qu'ils sont en cours de traitement, ils ont des fluctuations de l'état général qui sont extrêmement importantes, où ils peuvent être assez actifs un jour et après la cure de chimio, être à plat au fond de leur lit et donc être en limitation sévère du jour au lendemain. Donc c'est vraiment des fluctuations qui sont extrêmement difficiles à gérer, en tout cas tout le temps de la période de traitement du cancer, où là je pense qu'effectivement le rôle du coup des kinés et autres professions pour les limitations sévères, c'est vraiment important parce que c'est pas constant en fait, c'est pas régulier et stable en fait du tout dans cette période-là liée aux effets secondaires des traitements.
réaction dans le chat que j'avais moi-même. Certains ergos sont libéraux, hein. Et je pense que c'est effectivement, Madame Guillet, un élément important pour un prochain mémoire. On va transmettre. On parle toujours, alors je suis désolé parce que c'est le thème de la soirée, mais on parle toujours des masseurs kinésithérapeutes pour le niveau 1 de l'activité physique adaptée. Moi, j'essaye à chaque fois de rajouter psychomotricien et ergothérapeute. Et, la place est grande à prendre et il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui sont très investis dans ce qu'on a appelé le sport santé. Alors moi, je déteste cette expression, mais en tout cas, l'activité physique et la santé, ça, c'est certain. Et pas que par l'adaptation de matériel pour, hein, vraiment dans la pratique et dans le message transmis, dans la réalisation. Donc, je rejoins Madame Elvire sur cette analyse et je pense qu'un joli petit mémoire là-dessus, ce serait top. Et bien sûr, moi, quand je ne savais pas qu'il y avait des ergots libéraux, donc une ergo libérale dans le groupe de travail sera effectivement la bienvenue pour essayer de voir comment les impliquer aussi éventuellement, et en termes de aussi logistique et d'espace et tout ça, effectivement, tous les professionnels qui peuvent, bien sûr, sont les bienvenus en fait, hein. C'est vrai que c'était plus évident de contacter l'URPS kiné, pour essayer de couvrir un maximum du maillage territorial. Mais effectivement, s'il y a possibilité d'ajouter des offres supplémentaires avec des psychomotes et des ergos, ce serait super. Et, Tout le monde réagit, c'est parfait. et ça serait envisageable de faire une petite soirée, je sais pas, genre à l'école de kiné d'Alençon, et féliciter les kinés un peu libéraux qui bougeront un peu plus s'ils sont dans les secteurs, d'intervenir dans chaque école. Une soirée avec toi, il n'y a aucun problème. Ouais, ok. Moi, je pense que c'est fédérateur. Enfin, je pense que les kinés peuvent répondre plus qu'en visio, même si ça fonctionne quand on fait des visios, nous, mais sur des thèmes précis. Mais enfin, je vois là, on nous a invités à Alençon, orthopédiste, et on était 150 kinés. C'est énorme, en fait, sachant qu'il y a très peu de kinés dans l'Orne, on doit être à 170. Donc oui, je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait, au niveau des écoles, plus de liens avec les libéraux. Voilà, après, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il faut créer du lien entre les étudiants et les professionnels en activité. Alors, Parce en que fait, là, oui, pardon. on a régulièrement des soirées avec la CPTS, en fait, qui fait ça ici dans les locaux exprès Oui. pour que les étudiants soient présents. Et donc, Alors, je moi, pense que j'y suis allée pour représenter l'URPS. Je trouvais ça très chouette. Mais il n'y avait pas d'étudiants. il n'y avait pas d'étudiants, mais il y avait, c'était en plus sur la santé mentale des soignants, c'est très intéressant. Mais nous, on ne fait pas, il y a 3 CPTS maintenant, peut-être, non, il y en a 3. Et du coup, c'est bien peut-être d'élargir à toutes les CPTS. Le message est passé, on va. Et c'est parce qu'en fait, nous, l'idée. on n'a pas les étudiants, hein. Je parle encore du fin fond de mon norme, limite d'autres régions. On n'a pas les étudiants d'Alençon. Et ça, c'est ce qui est reproché, c'est dommage. Parce que nous, là, sur le territoire, on essaie de lancer une attractivité du territoire, hein, Terre à Perche, une nouvelle association, les soignants, pour inciter les étudiants aussi, et les stagiaires de Caen aussi, à venir chez nous. C'est aussi comme ça qu'on va développer le maillage territorial, hein. Nous, notre souci, là, c'est de faire venir tous ces étudiants au bout de chaque région, en fait, chaque département. Et je pense que ce genre de soirée pourrait contribuer. Ok. Marie présentera avec nous Bérangère, et c'est une bonne idée. Voilà. Donc, Sans oublier ceux qui ne sont pas dans les CPTS. Oui, c'est ça. Je rebondis sur. Globalement, si on n'est pas en CPTS, on est en PCLA. Globalement, je pense que, en tout cas dans l'Orne, voilà, je parle dans l'Orne, il y a quand même beaucoup de kinés. Enfin, beaucoup par rapport au nombre de kinés installés.
en fait. Mais l'exercice coordonné, si, ça commence un peu à bouger. Je vous enverrai l'invitation Terre à Perche. Vous verrez, ça bouge au niveau des soignants parce qu'on est obligé de le faire. On voit bien qu'au niveau des... Si on ne le fait pas, il n'y aura pas... voilà, les étudiants ont du mal à venir. La côte est très sympa, mais l'Orne peut être très chouette aussi. Voilà. Merci en tout cas. Merci Karine. Effectivement, l'Orne, c'est très sympa. Maintenant que je connais, j'ai le droit de le dire. Je connais pas le... question. Ah, Monsieur Gaillou, Oui, j'ai invité en fait les participants qui souhaitent participer au groupe de travail ultérieur à renseigner leur mail dans la conversation. Si vous le notez dans la conversation, on va récolter. Et sinon, en fait, Charline aussi, Charline et Elisa avaient donné leur mail dans leur diaporama, donc il sera visible en replay de toute façon. Voilà, pas de souci. Et puis on transmettra nous aux écoles kiné pas kiné, mais podo, psychomote et ergo pour qu'il y ait aussi des personnes. Bien. Merci beaucoup. Ben, merci oui, à tous. Merci. Et Charline, tu as raison. Il y a un échange de mails. C'est une sorte de date post-webinaire. C'est extraordinaire. Merci pour vos présentations, toutes les deux. Ça continue. C'est parfait. Je pense que la mission est remplie, en tout cas dans la communication et dans la sensibilisation. Il y a encore des efforts à faire et on le sait tous. Et on sait à quel point on œuvre tout le temps pour essayer d'améliorer les choses, qu'il y a encore plein de choses à faire et qu'on aura encore plein de remarques et de réflexions qui sont toutes justifiées, qu'il faut toutes prendre en compte et essayer d'effacer les unes après les autres en prenant du temps, en se déplaçant, en organisant ce genre de webinaire. Et c'est pour ça que, pour ma part, merci de m'avoir invité à modérer avec Madame Guillet et merci de vos présentations, mesdames, toutes très claires et Marie pour un exercice d'étudiante qui est de réaliser le mémoire et en plus de le présenter en webinaire. C'est un exercice qui est difficile. Et je te félicite de cette présentation. Je pense, dans les yeux de Madame Guillet, voir que ton année est obtenue avec mention, présentation de ton mémoire vous avez un grand prix de mémoire ou vous avez un truc. Voilà. Marie, tu t'es assuré ton année. C'est bon. Merci. Et toutes mes excuses auprès de Madame Guillet. Merci à vous deux aussi Merci d'avoir à vous. modéré, Antoine et Delphine. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Très bonne soirée. Bonne soirée. Alors, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne soirée.